Chers amis du Panathlon, chers amis du Panathlon, nous voilà réunis une fois de plus en vidéoconférence et je remercie le conférencier qui sera avec nous ce soir, qui est Pierre Zappelli, qui est à mes côtés maintenant. Et j'aimerais vous dire qu'on espère vraiment que ça sera la dernière fois qu'on sera en vidéoconférence. Et on espère qu'à partir du 24 mai, le Conseil fédéral nous annonce des possibilités de se réunir en privé à plus de 10 personnes. On espère une jauge à 50 personnes. Et depuis ce moment-là, nous pourrons de nouveau nous réunir au Starling Hotel comme c'est prévu normalement. J'aimerais maintenant, sans plus tarder, parce que je crois que nous avons un conférencier qui va nous donner des informations très importantes concernant ce Panathlon international, puisque nous avons la chance d'avoir avec nous Pierre Zappelli, et je dois dire que c'est un grand plaisir de t'accueillir, Pierre, puisque tu as commencé ton deuxième mandat. Tu as été élu à Osimo au mois d'octobre passé pour un deuxième mandat, en essayant de développer l'internationalisation du Panathlon, d'avoir des clubs non seulement en Italie, mais aussi dans des pays germanophones, dans des pays anglophones, et je crois que c'est un des objectifs que tu vas pouvoir nous présenter ici. Je dois dire qu'on est très fiers d'avoir un président qui vient du Panathlon Club Lausanne. Tu as été président aussi du Panathlon Suisse et Liechtenstein, et tu as fait l'étape suivante, monter à la hiérarchie au niveau mondial. Et puis, c'est avec grand plaisir qu'on va t'écouter. À toi la parole, cher Pierre. Merci, cher Philippe, merci, Président. J'ajoute que j'ai été président de ce club. Ça a été, et c'est encore mon club. Je vais essayer de vous exposer ce que me paraît important du Panathlon international. Je fais un exposé à des membres du Panathlon. Donc ce sont des gens qui, comme vous, connaissent déjà le mouvement. Donc je ne vais pas vous expliquer exactement ce qu'est le Panathlon. Je vais essayer de... Je vais poser 5 petites questions pour commencer, pour placer un cadre de la discussion. Puis ensuite, ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous dire ce que nous projetons de faire pour l'avenir. Qu'est-ce que nous, Panathlon International, avons la possibilité de faire et qu'est-ce que nous projetons de réaliser pour les prochaines années. Alors, j'ai 5 petites questions. Ici, j'ai 4 personnes en présence à qui je vais poser la question. Les autres, évidemment, tenteront d'y répondre dans leur tête. Et la première question, c'est où et quand est né le Panathlon? Alors, j'attends une réponse ici. 1954. Quelle année et où? 53, 54, 51, 51, et quel endroit? Venise. Venise. Voilà. Alors là, le voilà. Ah, 51, ouais. Hein? Voilà. Il y a 70 ans. Et nous fêtons cette année les 70 ans du Panathlon. Sous quelle forme encore, on ne sait pas. On aura quelque chose à Venise, mais les Vénitiens font une fête pour eux, parce qu'au fond, c'est eux qui l'ont créé. Et donc, ils vont, j'espère bien qu'ils inviteront le Panathlon international. Et en tout cas, le président. Deuxième question. Quel fut le premier club non italien? Et quand fut-il créé? Dans la foule de cette petite salle qui Lausanne. C'est le club de Lausanne. Lausanne. Premier club non italien. Lausanne. C'est Lugano. Ah. Et en quelle année? En 54. Voilà. Le premier club non italien a été Lugano. Bon, il y a déjà une réponse sur 2, c'est pas mal. Je vous demande ensuite quel est le premier club non italophone? C'est Lausanne. Et quand fut-il créé? Oui, tu peux répéter la réponse. C'est Lausanne. Lausanne. Ah oui. C'est Lausanne. Voilà. C'est le premier club de langue non italienne, fondé le 18 mai 56. Donc nous sommes un des plus anciens clubs au monde actuellement. Et aussi un des clubs qui a le plus de membres.
Maintenant, une question un peu plus difficile. En 2021, dans le monde, combien de clubs, combien de membres et combien de pays? C'est un peu plus difficile, j'admets, de répondre à cette question. Combien de membres à peu près, à 100 près, grosso modo? Quelqu'un dit un chiffre? 10 000? 10 000? 5 000. 12. 5, 12? 7. Environ 9. Donc tu étais assez proche. Le président, pour l'instant, il a réussi l'examen. Environ 9 000 membres individuels. Là-dessus, malheureusement, environ 10% de femmes. On travaille à corriger cette inégalité. Dans combien de pays, à votre avis, le panathlon existe? Dans combien de pays? Dites un chiffre. 30. 30? 50? 20? 38. Le plus proche, c'est toi. C'est 27 pays actuellement. 27 pays, 4 continents. Nous sommes prêts. Et puis, nous avons combien de clubs? Je ne vais pas vous poser trop de questions. Nous avons 247 clubs seniors, 18 clubs universitaires et juniors. Je ne sais pas si j'arrive à tomber sur... Voilà. Voilà la slide qui répond à ces questions. Et puis, dernière question, mais ça en fait précision. Est-ce que le panathlon international est membre de la famille olympique, Oui. du mouvement olympique? Et si oui, depuis quand? Alors, vous répondez tous oui. Oui. Bon, mais depuis quand est-ce que vous savez ça? À 52. Pas autant, non, quand même. Non. Pas autant. 75. Alors, il faut monter encore un petit peu. Alors, 82. attendez, le 82. T'as vu là. Pardon. Voilà, 82. Ouais, ça, c'est la charte, c'est un extrait de la charte olympique. Voilà, ça c'était, si vous voulez, pour poser un tableau de notre mouvement. Alors, quels sont nos objectifs? Ben, ça, vous le savez, je veux dire, hein, je retourne, c'est pas toujours facile de... Voilà. On dira, grosso modo, que notre mouvement tente à promouvoir une éducation empreinte de fair play, diffusion de l'idéal olympique et, d'une manière générale, la promotion du fair play. Ça, c'est très généralement nos objectifs. Et puis, plus précisément, diffuser la conception du sport, s'inscrire dans le fair play, soutenir l'éducation sportive à tous sans distinction, et soutenir le mouvement olympique. Et nous travaillons avec le mouvement olympique. Donc ça, c'est important de savoir que nous sommes reconnus, faisons partie de la famille olympique, et nous travaillons avec cette famille. Et justement, nous sommes membres d'un réseau. Nous sommes membres d'un réseau parce que nous ne travaillons pas tout seuls. On travaille avec de nombreuses autres associations. Voilà. On a un délégué du Panathlon international dans la commission d'éducation, du CIO. On est membre du comité international Fair Play. Je vous passe les détails. Nous sommes associés à Sport Accord, enfin plutôt à GAIS, qui organise chaque année un grand raout, commercial plutôt d'ailleurs, auquel nous participons rarement, et un forum qui aura lieu bientôt. Et puis nous collaborons avec un certain nombre d'associations. Et là, j'ai pris celle qui me paraissait le plus important parce que nous travaillons avec ces gens-là. L'ACCIT, Confédération internationale des travailleurs et amateurs du sport, ça existe depuis plus de 100 ans. Et ils organisent des compétitions, non pas pour les professionnels, mais pour les amateurs, tous les 2 ans. Mais c'est de très haut niveau. Et nous, Panathlon, nous donnons tous les 2 ans un prix à une personnalité qui s'est dévouée au monde du sport tous les 2 ans. Donc nous collaborons avec l'ACCIT. La Fédération internationale du cinéma et de la télévision sportif, c'est aussi une fédération intéressante parce qu'ils développent des milliers de films qui sont très intéressants, que nous pouvons utiliser. Et nous avons un projet maintenant que nous démarrons avec eux, je vous en parlerai peut-être tout à l'heure.
La FIM, c'est la Fédération internationale de médecine du sport. Nous avons aussi un accord avec eux et je serai amené à parler à Athènes, si on peut le faire en présentiel, ou sinon depuis chez moi, du rôle du panathlon dans en quelque sorte, dans la promotion du fair play comme élément de santé mentale des sportifs. C'est une conférence que je dois complètement composer d'ailleurs, mais voilà. Nous travaillons aussi au niveau institutionnel avec l'Europe, notamment avec la communauté européenne, avec l'Union européenne. On travaille, certains clubs participent à ce qu'on appelle la semaine européenne du sport. On travaille avec un mouvement qui s'appelle EPAS, qui est en anglais Enlarged Partial Agreement on Sport, c'est-à-dire c'est un accord d'État, et nous faisons partie d'un comité consultatif qui appuie les États pour la promotion du sport. Et cette EPAS est en train d'élaborer une charte européenne du sport et à laquelle nous participons. Et moi, j'étais essayé d'apporter mon soutien et mes propositions pour qu'on inclue de plus possible d'éléments dans cette charte qui entrait à l'éthique du sport. Il n'y avait pas grand-chose. Et on essaie de donner des exemples de comment mettre en œuvre ces principes éthiques. Voilà, ça c'est pour, si vous voulez, vous montrer les accords. Donc nous sommes complètement insérés dans la famille olympique. Oui, je vous ai sorti ceci parce que le panathlon international, on travaille avec la fédération, comment dire, la commission de, comment est-ce qu'on appelle ça, le comité international fair play, le comité européen fair play, et toutes ces organisations distribuent les prix fair play. Mais c'est une manifestation par an. Et nous sommes le seul mouvement de la famille olympique qui peut traduire toutes ces actions sur le terrain, et ceci grâce à nos clubs. Donc c'est une particularité à laquelle d'ailleurs le CIO est attaché, parce qu'il peut compter sur nous pour la promotion, l'implémentation sur le terrain des principes du sport. Et un des meilleurs exemples, c'est celui dont on parle souvent à Lausanne, c'est-à-dire le Family Games. Le Family Games, c'est un exemple parfait de promotion du sport sur le terrain. Donc le club de Lausanne, pour ça, est exemplaire. Pas le seul, mais il est exemplaire. Voilà, je voulais vous parler un peu des projets. Nous avons actuellement 6 projets en cours, dont 3 dotés sous forme de concours. Le premier, et ça m'amène à vous parler de 2 développements récents du panathlon, les représentations hors d'Italie. Ça n'est pas allé sans mal. Nous avons, jusqu'à présent, jusqu'à il y a 2 ans, le seul organisme reconnu central, c'est Rapallo, en Italie, siège, et il est exclu de faire quelque activité que ce soit en dehors de ce siège. C'est-à-dire, c'est le siège à la fois d'organisation et opérationnel. Et avec j'ai été élu, j'ai construit mon élection sur un programme, c'est-à-dire développer le panathlon hors d'Italie. Vous savez que l'Italie, à peu près les 2/3 des clubs sont italiens. En gros, les 2/3 des membres sont italiens. Le reste se répartit entre la Suisse, qui est bien développée, avec 32 clubs, Suisse et Liechtenstein, l'Amérique du Sud, un peu la France, mais 7-8 clubs, la Belgique, 7-8 clubs. Donc il y a une disproportion énorme entre les clubs européens hors Italie, à part la Suisse, et l'Italie. Donc ce mouvement a toujours, depuis le départ, dominé la scène du panathlon. Et ça se traduit dans le nombre de personnes qui représentent, qui sont dans les conseils. Donc pour arriver à changer cela, on ne peut pas imposer aux Italiens qui sont nombreux et qui travaillent bien de renoncer à une représentation proportionnelle à leur force.
Par contre, ce qu'on peut faire, c'est développer le mouvement à l'extérieur de façon à ce qu'il y ait de plus en plus de clubs non italiens et donc une influence davantage de clubs non italiens. Et pour ça, on a créé une représentation à Bruxelles et une autre à Lausanne. Celle de Bruxelles est tenue par des amis du Panathlon, belges, mais pas seulement, et qui entretiennent toutes les relations les plus étroites possibles avec la Commission européenne, qui a un programme sport, et avec le Parlement. Et puis, à Lausanne, c'est évidemment beaucoup plus ambitieux, parce que ça touche le monde entier. Vous savez qu'on a plus de 50 fédérations internationales qui sont établies à Lausanne ou environ de Lausanne, donc c'est énorme. Et c'est vraiment le centre du monde du sport, Lausanne. Et donc on a créé cette... et inauguré, pas encore, on va inaugurer la représentation de Lausanne. Et pour ça, c'est un des projets dont je voulais parler, on a un projet en plusieurs phases. Première phase, c'est faire en sorte que ça soit officiel, qu'on ait officiellement une représentation hors d'Italie. J'ai dû le faire admettre dans les statuts, il y a 2 ans, mais ça n'allait pas sans mal. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire là hors d'Italie, me disait l'Italien, qu'est-ce que vous allez faire là-bas, on ne pourra plus vérifier, on ne pourra plus contrôler. J'ai dit, ben écoutez, on ne va pas transférer le siège, parce que c'était la crainte un peu de certains Italiens, hein, parce que la plupart de nos membres italiens sont des gens qui visent au développement. Ils m'ont élu d'ailleurs sur un programme qui était clair, hein, c'était développer hors d'Italie. Et du coup, ils ont accepté. Donc dans les statuts maintenant, on peut avoir un siège opérationnel hors d'Italie. Alors Lausanne, la première phase, c'était qu'il fallait mettre en route cette représentation. On a engagé une dame que je vous ai présentée une fois, je crois, lors d'une séance, Mélodie Exhenry, qui travaille à 10-15% pour nous et qui va nous développer, qui tient la représentation de Lausanne. Mais ça ne suffisait pas, il fallait qu'on soit physiquement présent. Nous avons obtenu cela, donc on a un local dans la Maison du Sport International. Si vous allez demain à la Maison du Sport et que vous cherchez Panathlon International, vous le trouvez. Vous le trouvez sur l'écran de départ et vous le trouvez affiché partout, qui vous mènera à la petite salle dans laquelle on peut faire une réunion à 7 ou 8 personnes peut-être. Donc moi j'y suis une fois par semaine en moyenne, où je travaille avec Mélodie Exhenry à résoudre tous les problèmes que nous avons, toutes les questions que nous essayons de trouver. Donc le premier stade a été fait. Deuxième stade, c'est ce que nous projetons de faire, et on aura besoin de vous, Club de Lausanne. Nous voulons créer un groupe de travail pour l'implémentation, pour mettre en route les projets que nous avons. Et ces projets, on en parlait tout à l'heure, je vous ai entendu discuter, notamment proposer de se mettre à disposition, non pas au niveau peut-être des clubs locaux, mais au niveau des fédérations, pour toute manifestation de ces fédérations qu'ils organisent eux, ou que nous organisons nous, ou que nous aidons à organiser, en proposant par exemple de faire des conférences sur des thèmes de fair play, avec toutes les personnalités dont nous disposons, qui sont... on a beaucoup d'expertise dans notre club. Donc voilà, le projet c'est ça. Et pour ça il faut le faire connaître. Donc le deuxième stade, nous en sommes là maintenant, c'est créer ce groupe d'études, dans lequel certainement l'un d'entre vous fera partie, et ensuite élaborer le plan de projet, de propositions à faire aux fédérations, évidemment au CIO qui est toujours impliqué, et puis ensuite de continuer comme ça. Parce que ce projet Lausanne, ce n'est pas un projet pour moi, c'est un projet de développement général. Et moi, quand je ne serai plus président dans un peu plus de 3 ans, eh bien, il faut que le futur président reprenne la chose. Mais si on n'a pas une structure bien établie, j'aurais quelques craintes de, comment dire, vu l'éloignement peut-être du futur président qui ne sera certainement pas un Lausannois, parce que les Italiens ne vont pas l'admettre 2 fois de suite. Déjà, ils m'ont réélu, c'est déjà bien, mais donc ça sera probablement quelqu'un, peut-être pas un Suisse, peut-être un Italien. Les Italiens se battent actuellement pour essayer de savoir qui sera prochain président, je ne m'en mêle pas. Mais
Si on pouvait avoir encore un autre président non l'italien, ce serait bien, mais ça, c'est de la musique de... Donc j'aimerais que Lausanne subsiste. Voilà, en très bref. Bruxelles roule déjà parce qu'on l'a inauguré en 2017. Donc là, on a une structure qui fonctionne. Et puis, j'en viens à un autre projet. On a un projet handicap. Le projet handicap, c'est quelque chose qui vient d'être mis sur pied. Ça consiste à proposer à des clubs, à tous les clubs du monde, de réaliser une action en faveur des handicapés. De toutes sortes, en somme, de toute façon. Un projet qui peut être une aide, on achète par exemple une installation pour un handicapé, ou bien on aide un club d'handicapés de façon concrète. Et les clubs, vous verrez, ce projet vous sera proposé, hein, si ce n'est pas déjà fait. Et les clubs, les 3 meilleurs clubs, enfin les 3 meilleurs projets seront primés avec un prix qui montera jusqu'à 5 000 €. C'est le projet handicap. Le troisième projet, donc ça c'est une sorte de concours en même temps, hein, puisque chaque club, on appréciera, un jury appréciera lequel a fait le meilleur projet. Puis ensuite on a un projet Fair Play et École. Et ça c'était un projet qui a été mis sur pied par notre vice-présidente, Orietta Maggi, qui est de Sienne, et qui est une ancienne enseignante, et qui a eu l'idée d'identifier dans chaque club un référent, Fair Play, qui va chercher à provoquer des contacts avec les écoles pour pouvoir venir expliquer ce qu'est le Fair Play, nos chartes bien entendu, comment développer le Fair Play auprès des plus jeunes. Donc prévoir peut-être un cours ou de temps en temps une conférence auprès des jeunes. Ça c'est une excellente idée, agir à la base. Parce que le Fair Play, vous ne pouvez pas apprendre le Fair Play à des foules qui viennent applaudir oui, l'arbitre. Hein. C'est trop tard, je veux dire. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est essayer d'enseigner le Fair Play à des jeunes, leur montrer la valeur et l'importance d'un comportement fair play, à des jeunes qui sont en état de comprendre, en état d'absorber ces idées positives. Donc voilà le projet. Et ce projet, actuellement, n'est pas proposé à tous les clubs. On a créé une zone d'essai, si je puis dire, dans la région où habite Orietta Maggi, donc en Toscane. Et on va voir comment ça fonctionne. Si on arrive à le faire fonctionner, alors ça va être ensuite étendu à tous les autres clubs. On a, vous l'avez vu, je pense, reçu déjà. Nous avons l'année dernière, pendant une année maintenant, on a fait la plupart des réunions parfois de Zoom, ou enfin tous les systèmes que l'on connaît, et donc évidemment il y a eu moins de voyages, moins de frais, etc. Donc on a fait des économies, mais que faire avec ces économies? Alors certains clubs ont dit, ah mais il faut réduire les cotisations. On a dit, mais si nous réduisons les cotisations, nous, d'abord, il faut bien dire ceci, c'est que si... par exemple, la cotisation, vous savez, elle est de 52 € par membre. Ici, dans nos pays, je dirais, avec un bon PIB, elle est de 34 ou de 18 dans les pays les plus, disons, moins dotés financièrement. Mais si on réduit les cotisations pour chacun, au lieu de 52, disons 45, ça ne fait pas une grosse différence par an. Par an, vous oubliez que c'est une cotisation annuelle. Par contre, pour nous, c'est une énorme perte. Parce que nous avons quand même à entretenir un personnel, même si on l'a réduit au maximum, on doit quand même verser des salaires à ces quelques dames-là qui travaillent à Rapal depuis maintenant 30 ans, ou plus. Donc, plutôt que de diminuer les cotisations, après on sait très bien à quel point il est difficile de les remonter, on a préféré redistribuer l'argent économisé pour des actions réalisées par des clubs. Et ça, je crois que ça a déjà été communiqué à Lausanne, en tout cas à tous les clubs. Donc, les clubs qui ont, pendant la pandémie, cherché quand même à maintenir en vie, en faisant parfois des efforts, en dépensant, en engageant des dépenses, eh bien, ces clubs-là se voient récompensés. Ils peuvent demander une certaine subvention. Bon, ça ne va pas être
dizaines de milliers d'euros, mais on va utiliser les 35 000 euros qu'on a mis de côté pour primer, en somme, les efforts réalisés par les clubs. Dans les concours, alors ça, c'est pas vraiment un concours, ça c'est vraiment sur dossier, évidemment, le dossier doit nous être présenté et expliquer l'importance de la réalisation. Dans les concours, on a encore 2 concours dont je voulais vous parler. On a réalisé récemment un concours de photographie, très simple, extrêmement simple de réalisation, une catégorie noir-blanc, catégorie couleur, et ces photos étaient publiées sur Facebook, et celles qui ont obtenu le plus de likes étaient retenues, et sur la quantité de photos retenues par la voie de ces likes, un jury a décerné les 2 premiers prix. Donc on a déjà primé, je ne sais pas si c'est déjà communiqué au club, mais enfin on a 2 photos qui ont pour thème, donc le thème c'était le sport en temps de Covid en fait. Bon, c'était le thème évidemment d'actualité. Et puis, alors ça c'est complètement récent, je ne sais pas si je suis encore dans les temps, encore 5, c'est bon. Alors on a un concours maintenant qu'on met en route, qui sera un concours de films. Donc ça peut être des vidéos, enfin les films sous toutes les formes possibles. Et là, on travaille avec la Fédération internationale de cinéma et télévision. Je vais remonter. Voilà. La FIX, celle-ci, là, Fédération internationale du cinéma et de la télévision sportive, c'est une très ancienne organisation, reconnue par le CIO également, présidée par un monsieur Ascani, avec qui on a passé un accord, hein, de Memorandum of Understanding, comme on dit en franglais, et donc c'est un accord de collaboration. Et au fond, on n'a pas fait grand-chose, je dois dire, jusqu'à présent. On s'invitait mutuellement à nos assemblées, mais il n'y avait pas d'activité. Et là, on a trouvé le moyen d'activer cet accord, en ce sens qu'il nous met à disposition son immense organisation. Ils sont présents dans 170 pays, la FIX. Donc, et ils nous font. Donc, nous, on a un double avantage. On fait un concours, on fait connaître le panathlon, et grâce au réseau de la FIX, on va se faire connaître un peu partout. Parce que j'ai toujours en tête quand même que pour diffuser un mouvement, il faut le faire connaître. Et on sait que vous allez dans la rue, vous demandez c'est quoi le panathlon, comment le pentathlon, le pantalon. Donc les gens ne savent pas toujours ce que c'est le panathlon. Même rares sont ceux qui savent. Bon, on ne demande pas à tous les passants de savoir ce que c'est, mais au moins que le monde du sport soit conscient de ce que nous faisons, qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous proposons. Voilà. Je voulais être bref, c'était bon, l'objectif, c'est de présenter plutôt les projets, le panathlon, sinon ben, vous savez ce que c'est. Merci de votre attention. Merci beaucoup Pierre pour ce brillant exposé. Voilà, on en a fini pour cette séance, mais j'aimerais vous donner des informations sur la prochaine séance. Parce que la prochaine séance qui aura lieu le 31 mai, ça sera une conférence qui nous sera donnée par notre membre, qui est président central de l'association suisse de football, c'est Dominique Blanc. Donc les amateurs de football qui nous regardent ce soir, qui ne sont pas membres du Panathlon, seront aussi invités à cette vidéoconférence. Et je pense que c'est très intéressant d'avoir cette conférence pour savoir le développement du football en Suisse et surtout comment ça s'est passé durant ces mois où il y a eu la pandémie, avec les problèmes financiers aussi qui vont surgir pour certains clubs. Et nous accueillerons donc Dominique Blanc. On espère l'accueillir dans une salle et peut-être dans le stade de la Tuyère. On est en train de voir les possibilités que nous aurons dans le futur. Voilà, chers membres du Panathlon, chers membres, chers spectateurs qui nous suivez sur notre page Facebook, ce sont plusieurs centaines de personnes qui nous suivent. On vous remercie de l'intervention que vous avez pris la peine de nous regarder et remercie encore Pierre Zappelli pour l'excellente présentation. Merci et à bientôt. Merci.